Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Dr Alfès pour son excellente présentation. Elle a très bien expliqué les bases de l'adaptation en matière de lentilles souples, rigides et en orthokératologie. Et à mon tour, dans le même sujet, j'enchaîne avec l'adaptation en lentilles sclérales. Très bien. Donc, la lentille sclérale, c'est une lentille rigide, perméable au gaz, de grand diamètre. Une fois posée sur l'œil, il n'y a y avoir aucun contact entre la lentille et la surface cornéolimbique. Elle est caractérisée par un appui scléral. On définit la lentille mini-sclérale caractérisée par un diamètre allant de 15 à 18 mm et les grandes sclérales qui ont un diamètre allant de 18 mm à 22 mm. Les plus utilisées sont les mini-sclérales. Donc, cette lentille sclérale est caractérisée par une épaisseur allant de 190 microns à 600 microns. Elle est caractérisée aussi par la présence d'une flèche sagittale qui définit sa profondeur, sa courbure ou son degré de bombement. Elle est fabriquée par du matériel hautement perméable. Sa durée de vie moyenne est aux alentours de 2 ans. Elle est 2 fois plus épaisse qu'une lentille rigide perméable au gaz. Elle couvre toute la cornée et le liquide sous la lentille reste un liquide emprisonné. Il n'y a aucun échange avec le film lacrymal. Donc, ces indications sont multiples, notamment tout type d'ectasie, le kératocone, la dégénérescence marginale pellucide, le kératoclobe, indiqué aussi pour les ectasies secondaires à la chirurgie réfractive, et peut être indiqué après une greffe de cornée, en cas de traumatisme avec une cicatrice astigmatogène, en cas de tropion avec une irritation de la surface cornéenne, en cas de sécheresse importante, indiqué aussi pour les fortes amétropies, en cas d'inconfort avec les lentilles rigides cornéennes. Elle est très pratique pour les sportifs. Devant tous ces avantages, ces limites sont liées surtout à son grand diamètre et aux quelques difficultés de manipulation par le patient comparativement aux autres lentilles de contact. Donc, pour bien comprendre les principes de l'adaptation en lentille sclérale, il faut d'abord connaître le design de cette lentille et notamment la lentille BioSafety de BioLens. Donc, toute lentille sclérale est caractérisée par la présence de 4 zones ajustables et modifiables par le laboratoire fournisseur selon la demande du prescripteur. On a une zone centrale, une zone paracentrale, une zone limbique et enfin une zone d'appui scléral. La zone centrale, c'est la zone optique. Elle peut être sphérique ou torique. Elle doit être alignée sur toute la cornée sans la toucher. Son rayon de base, il détermine la flèche de la lentille et donc la courbure de cette lentille. Et cette zone peut être ajustée par son micron. Donc, on peut demander au laboratoire soit de l'augmenter, soit de la diminuer selon l'image fluo obtenue à la lampe à fente. La zone paracentrale, c'est une zone de transition. Elle est ajustable par 50 microns. Son changement ne change pas l'adaptation finale de cette lentille sclérale. Elle peut être augmentée ou diminuée par 1 ou 2 pas selon la demande, selon l'image fluo à la lampe à fente. La zone limbique, elle aussi, elle est ajustable par 50 microns. C'est la zone qui est en regard du limbe cornéen. Son changement ne change pas l'adaptation. Elle peut être augmentée ou diminuée selon l'image fluo à la lampe à fente. Et enfin, la zone d'appui scléral, elle est ajustable aussi par 25 microns. Elle peut être augmentée ou aplatie selon l'image fluo à la lampe à fente et aussi réalisée en torique pour les sclères asymétriques. Donc, pour commencer l'adaptation en lentille sclérale, il faut avoir une boîte d'essai. Cette boîte d'essai de la BioSafety de chez BioLens est caractérisée par la présence de 2 types de lentilles de 2 diamètres différents. On a la sclérale A avec un diamètre de 15,1 et on a 6 types de lentilles avec 6 flèches différentes allant de 4000 microns de courbure ou de bombement de la lentille jusqu'à 5000 microns de courbure. Donc, et la lentille sclérale type B
caractérisé par un diamètre un peu plus grand de 16,3 microns, de 16,3 mm, et aussi avec la présence de 6 types de flèches, de 6 types de lentilles d'essai avec 6 flèches différentes. Donc, comment on choisit la première lentille d'essai? Il faut tout d'abord définir le diamètre. En cas d'un diamètre cornéen inférieur à 12 mm, on peut commencer par une lentille sclérale type A qui a 15,1 mm de diamètre. Et si le diamètre cornéen dépasse les 12 mm, il faut commencer par une lentille sclérale d'essai de type B de 16,3 mm. La fente palpébrale définit aussi le choix du diamètre de la lentille. Plus la fente est petite, plus on est obligé de choisir une lentille sclérale de petit diamètre, c'est-à-dire la type A de 15,1 mm. Et plus la lentille sclérale est petite, plus elle est mieux adaptée en cas de toricité sclérale et elle est plus facile à manipuler par le patient. Après, on passe au choix de la flèche. Donc, comment on choisit la flèche de la lentille d'essai? Soit en se basant sur le tableau indicatif fourni dans le guide d'adaptation par le laboratoire, soit on commence tout simplement par la lentille à flèche moyenne, c'est-à-dire on fait un essai empirique. Par exemple, si on a une cornée sphéro-asphérique normale, on peut commencer tout simplement par une sclérale 15-10 avec une flèche 4000 ou A40 et on évalue l'image fluo. Si on a un contact important avec la cornée, on passe à une lentille avec une flèche plus importante. Si l'image fluo est bonne, on peut procéder aux autres étapes de l'adaptation. Donc, il faut retenir qu'avec la lentille sclérale, il faut y avoir aucun contact cornéen. Cet espace compris entre la lentille et la cornée, qu'on appelle le clairance ou dégagement central, doit être compris entre 100 et 250 microns après 8 heures de port. Il doit y avoir aucun contact limbique et la zone d'appui scléral doit être alignée sur toute la conjonctive, ni trop plate, ni trop serrée. Après avoir choisi la lentille d'essai, on passe à la pose de la lentille. Donc, on commence d'abord par se laver les mains, bien sûr. On tient la lentille soit sur les doigts, soit à l'aide d'une ventouse, c'est plus pratique. On remplit la lentille avec du sérum salé et on met une goutte de fluo et on la pose sur l'œil. Donc là, je vous montre la vidéo d'une jeune patiente qui manipule sa lentille sclérale aisément dès la première séance d'adaptation. Donc, elle est très coopérante. Là, elle prend la lentille, elle la remplit de sérum salé. On n'a pas besoin de mettre une goutte de fluo parce que c'est lentille définitive. On sait déjà que la lentille est bien adaptée pour son œil, son contact cornéolimbique, avec une bonne réfraction. C'est ces lentilles définitives. Il faut dire que c'est rare d'avoir des patients comme ça qui manipulent facilement la lentille sclérale dès le premier essai. En général, en les rassurant, en leur disant qu'il faut au minimum 1 semaine jusqu'à 2 mois pour apprendre à manipuler la lentille facilement et rapidement. Donc, après avoir mis la lentille avec une goutte de fluo sur l'œil, on observe la fluo, la répartition doit être uniforme. On analyse le diamètre de la lentille par rapport au diamètre cornéen. On évalue le dégagement central, limbique et l'appui scléral sur les 4 cadrans. On évalue tout ça à la pose et minimum 1 heure à 2 heures après le port de la lentille. Donc, macroscopiquement, si on a une bulle d'air, il faut tout simplement retirer la lentille et la replacer une deuxième fois jusqu'à obtenir une image fluo homogène sans bulle d'air. Donc, le dégagement central doit être aligné sur toute la cornée, sans contact entre la lentille et la cornée. On évalue aussi le diamètre total de la lentille par rapport au limbe, qui doit être à 1,5 mm au minimum du limbe. Si la lentille elle passe, on pense sur un kyste conjonctival ou si on a un ptérygion ou un pinguégula, on peut passer une lentille d'un diamètre moins important pour éviter cette zone d'asymétrie au niveau de la sclère.
Donc, on a déjà dit que le dégagement central doit être compris entre 100 et 250 microns. Au-delà de 300 microns, il y a un risque important d'œdème et de flou visuel. Là, je vais montrer quelques images de l'adaptation centrale, de la lentille sclérale. Ici, on note un espace ou une clairance centrale entre la lentille et la cornée qui est très important. Notez que cet espace du sérum salé sous la lentille, il fait pratiquement 1,2 l'épaisseur de la cornée. Donc là, il y a un risque d'œdème. Là, c'est une image fluo avec une coupe à la lampe à fente montrant un dégagement idéal qui fait pratiquement la moitié de la lentille sclérale ou le 1/3 de l'épaisseur cornéenne. Et là, c'est un dégagement qui est très insuffisant. Il faut choisir une lentille avec une flèche beaucoup plus grande, au moins de 200 microns. Il y a un risque d'ulcère cornéen ou de KPS. C'est une lentille qui est trop plate ou trop serrée, avec un contact avec la surface cornéolimbique. Donc, après avoir analysé le dégagement central, on passe à la zone paracentrale. Donc, on peut avoir un contact avec la zone paracentrale, surtout après une greffe de cornée ou une dégénérescence marginale pellucide. Donc, si on a un léger contact paracentral, on peut choisir une lentille avec un diamètre beaucoup plus grand pour que l'image fluo soit bien alignée. Donc, si on a un dégagement limbique qui est très important, il faut choisir une lentille avec un diamètre beaucoup plus grand. Donc, notez ici, c'est le même patient avec 2 lentilles de diamètre différent. Donc, si on a un léger appui limbique sur un cadran, on peut demander tout simplement au laboratoire, noter sur l'ordonnance qu'il faut dégager la zone limbique avec 1 ou 2 pas selon l'image fluo. Donc, le dégagement de la zone limbique doit être entre 50 et 100 microns. Il ne doit pas dépasser les 100 microns. Sinon, il y a risque d'œdème limbique ou néovascularisation ou un risque de kératite par la suite. On peut évaluer cette zone soit en réalisant une coupe fine en lumière bleue, soit en réalisant une coupe OCT. La zone d'appui scléral doit être bien aligné sur toute la conjonctive et sur les 4 cadrans. On analyse les petits vaisseaux conjonctivaux qui passent sous la lentille sans compression, sans turgescence. Donc, si on a un appui scléral très important avec un blanchiment de la conjonctive et de la sclère en regard, on demande tout simplement au laboratoire de nous faire aplatir cette zone de 2, 3 ou de 4 pas selon l'image fluo ou selon l'image à la lampe à fente. Donc, si on a un appui scléral qui est asymétrique, c'est-à-dire trop serré sur 1 ou 2 cadrans, on peut demander au laboratoire de nous fournir une lentille torique périphérique, c'est-à-dire un aplatissement, un dégagement important de cette zone périphérique sur 1 ou 2 cadrans selon l'image fluo. Les avantages d'avoir une lentille torique périphérique, c'est que la lentille devient plus centrée, avec moins d'astigmatisme résiduel, moins de passage de bulles d'air, plus de blanchissement localisé sur la conjonctive. Ça augmente le confort du port avec une meilleure qualité optique. Donc, après avoir analysé l'image fluo à la lampe à fente, on passe à la détermination de la puissance de cette lentille. Donc, on prend la réfraction complémentaire ou additionnelle, c'est-à-dire on fait une réfraction au réfractomètre de l'œil du patient lentille en place. Et on fait un essai subjectif pour avoir la puissance définitive et l'acuité visuelle avec ces lentilles sclérales. Donc, si on a un astigmatisme résiduel qui est inférieur à une dioptrie, on peut le négliger. Si l'astigmatisme est supérieur à une dioptrie et que cet astigmatisme rajoute un plus pour l'acuité visuelle, on peut tout simplement le prescrire sur ordonnance et on obtiendra une lentille sclérale torique externe avec l'astigmatisme inclus. Donc, enfin, on retire la lentille grâce ou à l'aide d'une petite ventouse en ventousant la partie inférieure de la lentille sans trop tirer la lentille. Donc, on le fait doucement et on met la lentille dans une solution d'entretien sans conservateur. Donc, en résumant, donc, une bonne adaptation en lentille sclérale passe tout d'abord par un bon interrogatoire, un bon examen clinique et un bon examen ophtalmologique pour bien définir les indications de cette lentille. Donc, on choisit la première
lentille d'essai, soit d'une façon empirique, en choisissant une flèche, une lentille sclérale à flèche moyenne. Donc, on remplit la sclérale avec du sérum, on met une goutte de fluo et on la pose sur l'œil du patient. Donc, après avoir bien analysé l'image fluo, il ne doit y avoir aucun contact entre la lentille et la surface cornéolimbique. Donc, avec un appui scléral qui doit être aligné, ni trop plat, ni trop serré sur les 4 cadrans, et on passe à la réfraction complémentaire et à l'essai subjectif pour définir la puissance de cette lentille. Donc, les complications sont très rares, souvent liées à une mauvaise adaptation, une mauvaise manipulation. En conclusion, la lentille sclérale a permis d'améliorer la qualité de vie des patients. Elle apporte beaucoup de solutions pour l'adaptation en lentilles rigides, en lentilles en général. Donc, elle est très facile à adapter par le médecin, demande un peu de patience et un peu de temps pour apprendre à la manipuler par le patient. Il faut savoir que la lentille sclérale de chez Biolens existe en 3 diamètres pour plus de solutions. Il faut savoir aussi que la lentille sclérale contient 4 zones qui sont ajustables par le laboratoire selon les besoins du prescripteur. Et il faut savoir aussi qu'elle est disponible en torique périphérique et torique externe pour plus de solutions en matière d'adaptation. Et je vous remercie pour votre attention.